outro fator é entender que antes Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions dans le cadre des entretiens de la Fondation Jean Jaurès. Alors Jean-Paul, tu as été 2 fois député, 81-86, 88-93, dans 2 terres différentes, on verra ça tout à l'heure. Tu as été maire de Chelles de 1995 à 2014 en Seine-et-Marne et vice-président du conseil régional, conseiller régional d'Île-de-France, encore aujourd'hui d'ailleurs, pour quelques semaines, et vice-président du conseil régional d'Île-de-France. Mais pour commencer cet entretien, je voudrais d'abord parler d'un sujet auquel on pense peu ou insuffisamment. Tu as été pendant très longtemps, en tant que membre du Parti socialiste, tu vas nous réexpliquer comment tu y adhères, membre du CRS, et tu as été pendant quelques années premier fédéral d'une fédération qui a joué un rôle extrêmement important au sein de ce courant du parti, le CRS, qui était la fédération de Paris. Donc ma première question, voilà, toute bête, toute simple, quand le Parti socialiste, pourquoi le CRS, et qu'est-ce qu'était le CRS justement dans ces années 70 et à la fin des années 70, au moment où tu es le premier fédéral de la Fédération de Paris? Merci de ton invitation. Mais en effet, c'est une belle question, dans la mesure où les courants politiques sont constitutifs du Parti socialiste. Ils l'ont toujours été. Peut-être ne l'ont-ils jamais été autant qu'à Épinay, puisque ce sont les courants, en quelque sorte, et encore pas tous, puisque certains arriveront un tout petit peu plus tard, mais ce sont les courants du socialisme français qui, au travers d'un môle qui s'appelait la SFIO, qui vont constituer ce nouveau parti d'Épinay sous la houlette forte et déterminante de François Mitterrand. Donc quand on entre au Parti socialiste, d'emblée, même lorsqu'on n'y a pas cette idée, cette culture, je n'avais pas cette culture, même si il faut quand même dire que mon appartenance à l'UEC dans les dernières années de la décennie 60 me conduisirent à aller chez les Italiens, comme on dit, c'est-à-dire à ceux qui regardaient avec beaucoup d'intérêt ce qui était en train de se passer sous la responsabilité de Berlinguer en Italie. Bon. Donc déjà, j'avais, et ce qui m'a toujours justement, en quelque sorte, éloigné du Parti communiste, c'est, entre autres, c'est la question justement de la non-assomption des courants politiques, donc des personnalités politiques. Bon, donc j'arrive au Parti socialiste via Pierre Joxe. Hein, c'est Pierre qui n'était pas CRS, Pierre Joxe. Qui n'était pas CRS, même s'il n'en était pas non plus idéologiquement éloigné. Non, je veux dire, il n'y avait pas l'océan Pacifique à traverser quand même. Je veux dire pas. Et moi-même d'ailleurs, quand je connais Pierre Joxe, d'abord en tant qu'élève, ensuite en tant que ami politique, camarade politique, mais véritablement avec beaucoup d'admiration et de respect. Quand je connais Pierre Joxe, je n'ai pas, je sais ce que c'est que le CRS, je regarde de temps en temps dans la presse, mais franchement, je ne me disais pas, tiens, c'est là où je dois être, il faut que j'aille, etc., etc. Non, ce que j'ai à Pierre, écoute, moi, je suis une famille républicaine de gauche, etc., donc ce que je veux, c'est que l'engagement du Parti socialiste soit un engagement irréductible pour l'union de la gauche, pour un programme de transformation politique, sociale, etc. Quand les choses seront bien nouées, franchement, je serai un militant acharné de cette cause-là. Bon. Et il me fait signe à Alfortville, avec
quelques autres copains, non, on n'est pas très engagé. Et Épinay, je trouve que les conclusions sont très bonnes et je vois quand même que très 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 vite, le parti s'engage dans la voie de l'union, que si le programme n'est pas encore tout à fait signé, il est très engagé. Donc ma vraie première carte, elle est au Parti socialiste, sous l'égide donc de Pierre Joxe, un lieutenant, comme on dit, de François Mitterrand, et elle est pour l'année 72, hein, tout simplement. Voilà. Et donc Pierre me dit, il faut que tu ailles voir Beauchamp, parce que dans le 20e, ils ont besoin d'énergie, et surtout que le CERENS, alors c'est pas la première fois, mais de façon interne, j'entends parler de ces troupes politiques extrêmement virulentes qui sont celles du CERENS. Donc, je m'approche de Georges Beauchamp dans le 20e et avec quelques autres camarades, nous essayons en quelque sorte de bloquer, mais là, je dois te dire, il y a Henri Combel, enfin, il y a des vieux, il y a Longuet, le petit-fils de Marx, nous avions donc nos réunions dans un bâtiment qui était un chalet, sur la colline au Ménilmontant, enfin, tout cela très, très champêtre et qui pouvait nous faire penser à d'autres temps et à d'autres périodes. Et puis, en 73, au moment du congrès de Grenoble, je lis la motion, enfin, d'abord la contribution, puis la motion du CERENS, et je la trouve plus forte, plus claire, plus nette, plus radicale, enfin et ce qui correspondait mieux à mon état d'esprit du moment. Et peut-être aussi certains angles d'attaque socio-économiques qui me plaisaient plus. Et donc, au congrès de Grenoble, je vote pour la motion et donc je préviens Pierre. Et ça a été quand même une déclaration qui l'a beaucoup attristé, enfin, moi aussi d'ailleurs, hein, enfin, qui est un peu chagriné. Et pendant un certain temps, il y avait un petit froid, quoi. T'as battu froid un peu. Un petit froid. Bon, c'est pas aller trop loin. Tout ça est revenu dans l'ordre avec le temps. Pour dire que je n'entre pas au Parti socialiste pour entrer au CRS. J'entre au Parti socialiste parce que c'est un parti qui fait l'union de la gauche et le programme commun. J'entre au CRS par voie de conséquence, en quelque sorte. Comme quoi l'émotion est élue. Absolument. Il y avait des batailles homériques. Hein. Ensuite, donc, parce que je vais m'engager très fortement, je deviens secrétaire aux entreprises. Il faut savoir que la Fédération de Paris, qui était l'une des 5 grandes fédérations du Parti socialiste, qui déjà avait 5-6 000 adhérents, avait quand même 140 sections d'entreprises. Alors, qualité inégale, de force inégale, mais 140 sections. Le tiers des effectifs de la Fédération de Paris était en section d'entreprise. Et de façon très, entre guillemets, très ouvriériste, alors que c'était surtout des jeunes et des moins jeunes des secteurs du service. Ouais. Hein, quand il y avait des manifs, et dans les années 70, il y avait beaucoup de manifs, hein, c'était le secteur entreprise qui était devant les rangs du Parti socialiste, pour bien montrer le salariat en sorte que le salariat en marche. Voilà. Et donc... j'en deviens ensuite premier secrétaire, hein, et jusqu'en 81, jusqu'au moment où je serai élu député. Premier secrétaire de la Fédération de Paris, qui est le bastion du CRS depuis l'arrivée... Depuis 71, en fait, depuis 71, hein, depuis Épinay. Ce n'est pas rien, ça joue un rôle important dans la structuration même du courant. Donc c'est la preuve aussi, en tous les cas, c'est ainsi que le CRS ne met pas n'importe qui à la tête de la fédération. C'était d'abord Christian, il y a été pendant longtemps Christian Pierret. Oui, c'est l'acte de confiance. Voilà, c'est un acte avant, de confiance. c'était Pierre Guidoni, voilà. Guyard. Bon. Des personnes qui comptaient dans la vie du CRS. Incontestablement. Ensuite, ce sera Nicole Brick. Ensuite, et après, d'ailleurs, qui est la dernière premier fédéral du CRS. Absolument, Paris, puisqu'en 85, vous perdez le contrôle de la fédération. Voilà, absolument. Et je dois dire que c'est à la tête de cette fédération que se noue, dirions-nous, une complicité
que je qualifierais de conflictuellement amical ou d'amicalement conflictuel avec Bertrand, avec Bertrand Delanoë, parce que on avait parfois des désaccords, des tensions, c'est vrai. Il est premier secrétaire adjoint, et après le congrès de Metz, où les méthodistes obtiennent un bon résultat dans la fédération, et donc il était normal qu'ils vinssent aux responsabilités. Et donc c'est là où se noue cette comment dirais-je, cette relation qui ne s'est jamais démentie. J'ai toujours eu de très très bons rapports, même si parfois on était en désaccord. C'est d'ailleurs un point très très important. C'est pas pour la forme que je veux le faire. Il y avait à l'époque des batailles politiques très approfondies, un peu caricaturalement approfondies, mais enfin, elle valait ce qu'elle valait. Il n'empêche qu'elle n'était pas non plus sans intérêt. Et ces batailles politiques n'aboutissaient pas en tout cas entre la grande majorité des militants, quoi, par des haines, comme j'ai pu le voir par la suite, quoi, plus tard. Je tiens à quand même le faire valoir. Donc, si tu veux, je découvre en quelque sorte la pensée socialiste durant ces années 70, véritablement. C'est-à-dire que c'est là où, aux formations du CRS, je vais parfaire mes capacités politiques d'analyse, Otto Bauer, enfin bon, j'en passe. Les classiques, voilà. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas de la génération fondatrice du CRS, comme je viens d'expliquer. J'y arrive. Quand j'y arrive, bien sûr, les copains savent que je viens du courant Pierre-Jox, donc ils me considèrent comme une prise de guerre, quoi. Donc ça a facilité mon insertion. Et encore en 73, quand même, il faut bien le dire, il n'y avait pas des troupes. Oui. Et non, c'est la campagne présidentielle 74 qui va faire en sorte que le Parti socialiste va, à Paris comme ailleurs, se développer. Et donc, moi, je n'ai pas participé à la confection idéologique, comme bien sûr ses fondateurs, ou comme même Michel Charzat, enfin, etc., ceux qui ont suivi, à la fondation du CRS. J'ai été un camarade, je pense, sérieux, fidèle, qui essayait de comprendre. Et je dois dire qu'il n'avait pas de problème idéologique, et quand il a fallu donc choisir, j'ai toujours considéré, même si sur certains points peut y avoir une petite nuance de compréhension, mais ce n'était rien par rapport à cette conviction que le CRS était un môle qui permettait au Parti socialiste d'adhérer à cette union de la gauche. Bon, et quand il y a eu la bataille avec les communistes, il y avait quand même à la fois la conscience de dire Mitterrand n'a pas tort, on voit bien quand même que les communistes jouent un jeu où ils se rendent compte qu'ils sont peut-être en train de perdre la partie de la prééminence, mais en même temps, si on joue trop ce jeu-là, on va désagréger l'union de la gauche. En fait, de toute façon, ce n'était pas pour déplaire à François Mitterrand, non pas d'aller contre l'esprit de l'union de la gauche, c'est pas ça du tout, mais d'avoir sa conception à lui, qu'il pouvait ainsi, le Parti communiste a fait une erreur tactique et stratégique majeure. Bon, alors qu'il aurait dû coller, et tout en collant, faire peut-être sans doute quelques surenchères politiques de bonne loi. Et pourtant, je te coupe, mais pourtant, en 60, quand tu souhaites appartenir à ce que tu perçois comme le môle permettant d'inscrire l'union de la gauche dans le programme et dans l'ADN du Parti socialiste, bon, dans une perspective de renversement de la prééminence, comme tu le disais. Ça n'empêche pas que, par exemple, en 78 et en 81, tu es candidat aux législatives dans une circonscription qui est tenue par le Parti communiste, et donc l'objectif là n'est pas l'union, l'objectif est justement de devancer le Parti communiste pour prendre
cette circonscription. Donc c'est l'union, mais l'union, comme disait Jospin, l'union est un combat. Quoi. L'union est un combat. Un combat, y compris électoral. Oui. Mais le sens combat, on peut le comprendre à bien des égards. C'est un combat, justement, parce qu'il faut imposer son idée de l'union. C'est un combat parce qu'il faut préserver les capacités du Parti socialiste, sans lequel il n'y aurait pas, effectivement, la victoire de la gauche. Donc, on peut comprendre le sens combat de manière de toute façon positive, d'abord, en tous les cas, et à diverses strates de la joute politique. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème de conscience politique avec le CRS, et même ensuite, étais-je, du fait de mon passage UEC, d'une ascendance familiale dans le gaullisme, je n'avais pas trop de soucis avec cette idée d'une Europe qui devait être avant tout, pas que, mais avant tout, je tiens à faire quelques rectifications là d'ailleurs à ce propos-là. Avant tout, une Europe des nations, comme disait le général de Gaulle. Bon. Et donc, quel est le grand débat de 82-83, puisque c'est là où tout va se nouer. On parle de questions économiques. C'est secondairement des questions économiques. C'est avant tout une question politique. Qu'est-ce que fait la France par rapport dans le cadre à côté de l'Europe? Bon. Et la question qui est franchement sur la table, c'est de se dire, est-ce qu'on accepte une démarche de plus en plus fédérale, des politiques que la France va devoir mener, car entre le CRS et les autres, ou les autres avec le CRS, et même des socialistes avec peut-être d'autres courants, c'était pas la question, par exemple, qu'il fallait quelques politiques intégrées, comme la PAC. Bon, d'abord c'était fait, bon, mais c'était pas ça. Ni même, au contraire même, de beaux projets comme dans l'aéronautique, comme dans l'espace, comme ça, c'était pas ça. La question c'était, est-ce que si nous prenons des engagements officiellement ou subsidiairement monétaires, financiers d'une part, sociaux, qui emmènent à des compréhensions progressivement et de plus en plus fédérales, est-ce que nous, France socialiste, France de gauche, France progressiste, nous allons pouvoir défendre finalement ce que nous voulons pour notre peuple? Et ça sera bien le débat de ces 30 prochaines années. Or, François Mitterrand tranche, comme on le sait, il fait comprendre que la géopolitique a, au moment précis où le débat se situe, c'est-à-dire les prémices d'une restructuration, d'une recomposition du monde, il est important que la géopolitique, en quelque sorte, ait une anticipation par rapport aux impératifs de construction du socialisme, enfin en tout cas d'un régime de démocratie sociale avancée, pour ne pas se payer de grands mots, pour bien faire comprendre. Oui, il y a des sacrifices. Moi, j'ai posé la question, j'ai eu le grand plaisir, grand honneur, parfois comme d'autres, d'être invité par François Mitterrand, parce que François Mitterrand m'a toujours rayé comme jeune aspirant à être membre d'un gouvernement, parce qu'une vieille histoire que j'ai découverte plus tard nous séparait, mais moi je ne savais pas. Bref, mais Mitterrand a toujours été d'un respect avec tout le monde d'ailleurs, mais avec moi en particulier, tout à fait étonnant, et je faisais partie des invités comme ça, comme des députés. Et donc on a été venu en 84 après Fontainebleau à parler de cela, et il m'avait dit oui, mon cher Planchou, le choix européen est un choix primordial au sens littéral du terme. Bon, donc c'était ça le grand choix, beau choix, grand choix. Et en 86, quand la dynamique s'est mise en branle en faveur du marché unique, etc., et donc vers ce qui va mener à Maastricht,
j'ai été de ceux qui sont allés voir Jean-Pierre Chevènement pour lui dire, de toute façon, là, on a perdu une étape, on ne va pas rester avec le drapeau, de toute manière, l'histoire se fera sans nous. Il faut donc changer. Et Jean-Pierre Chevènement était quand même quelqu'un de trop marqué par ce qu'il avait déjà fait, dit, ce qu'il avait formé. Et même s'il va, en quelque sorte, réinterpréter les mots, puisque le CRS va disparaître en 86, et République moderne devient Socialisme et République, Socialisme et République va, comment dirais-je, naître. Hein, en fait, c'est, oui, une deuxième naissance, quoi, en quelque sorte, beaucoup plus adaptée. Donc, Oui, mais ce qui montre bien socialisme et République, c'est pas, c'est pas l'Europe. Voilà, absolument. C'est la réaffirmation. C'est socialisme et République et non pas la ligne Chevènement par la suite. C'est-à-dire que... Et donc c'est à partir de là que toi, avec d'autres, la distanciation se fait. Il n'y a pas de rupture, mais il y a une distanciation. Pas par rapport justement, encore une fois, à cette affirmation, puisque Chevènement comprend à cette époque-là qu'il faut en quelque sorte élargir le front idéologique. Hein, qu'on appelait le seul front de classe, qui devienne un front républicain, en effet, et non pas un front socialiste. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des éléments du socialisme dans la République, mais ça veut dire que ça va plus loin et c'est beaucoup plus large. Hein. Et en ce sens-là, il est quand même très anticipateur de ce qui va se passer dans les 40 années qui vont suivre. Bon. Et ça nous permet, en quelque sorte, à des gens comme Pierre Guidoni, Michel Charzat et bien d'autres, hein, qui quitteront le CRS ultérieurement, hein, d'y rester, de s'y sentir bien, parce qu'on a quand même une certaine compréhension de l'histoire commune. Mais en fait, on voit bien que ce qui va rebondir après 90-91, c'est la question de l'Europe au travers de Maastricht, et que là, alors que la rupture va se faire au moment de l'engagement de Jean-Pierre... Oui, c'est ça, elle se fait pas, la rupture, elle ne se fait pas officiellement sur la question européenne. Et elle est fondamentalement celle-là. Et pourtant, c'est fondamentalement celle-là. Elle se fait sur la question de la guerre du Golfe et de l'intervention. Voilà, mais ça, c'est un alibi. C'est un alibi pour les uns comme pour les autres. Oui, absolument, parce que je le pense, au sens où, si tu veux, la critique là était facile, elle était lisible. Vous êtes atlantiste, François Mitterrand, nous, on est d'abord dans cette idée de l'indépendance stratégique nationale, avec les coopérations européennes, les Américains sont des alliés, nous ne sommes pas les affidés des Américains. Voilà. Bon, et pour vous, c'était aussi pratique de rompre là-dessus, puisqu'on ne quitte pas le gouvernement, disiez-vous, les uns et les autres, on ne quitte pas le gouvernement au moment où la France... Voilà. C'était dommage. De facilité, en quelque sorte. C'était, pour nous, c'était quand même très dommage qu'un homme de la valeur de Jean-Pierre Chevènement quitte, comment dirais-je, quitte le gouvernement à ce moment-là, surtout quand on est, bien sûr, ministre de la Défense. Non, je dois dire d'abord que la rupture, la séparation, enfin l'éloignement entre nous s'est faite d'une façon très froide, très dure, hein, ça a été, mais très digne, très respectueuse. Et je me souviens être monté à la tribune avec d'autres dans un froid moral glacial, hein, mais pas un lasis, pas un mot de grossièreté, de vulgarité d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Ça s'est fait de façon. Et on n'a pas dit. Ni les uns ni les autres la vraie raison de la rupture, parce que ça ne serait pas compris. Hein. Il fallait l'être factuellement par rapport au départ de Jean-Pierre Chevènement. Et c'était de dire, par là même, si tu pars dans ces conditions-là, à un moment aussi aigu d'intensité politique, dire que de plus en plus, au fur et à mesure des difficultés qui pourraient se présenter, le courant va dériver
hein, et être amené à un moment donné à se séparer même du Parti socialiste. Ce En qui ce adviendra sens-là, quelques années voilà, plus tard. ce qu'on disait avec des garçons comme Michel Charzat, comme Pierre Guidoni et d'autres, c'est produit. Hein. Cette dérive était incalculable. Donc voilà, une belle aventure humaine qui... comment dirais-je, politiquement a été centrale dans la mesure où c'est un courant de pensée qui fait épiner, comme on dit. C'est lui qui va permettre à... Et François Mitterrand en sera toujours reconnaissant vis-à-vis de Jean-Pierre Chevènement. Et d'autre part, au moment du congrès de Metz également, la contre-offensive de Michel Rocard échouera au niveau du Congrès socialiste par justement cette capacité du CRS avec ses 15% de encourager François Mitterrand dans le combat. Bon, et on peut dire que politiquement, je dois dire, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, hein, le triptyque du CRS, c'est nationalisation, planification, autogestion. Bon. Et quand je dis ça, tu comprends bien qu'il manque quelque chose. Hein, bon. Mais, Quatrième pilier. Et justement, ça mais alors, montre bien. on va y venir à ce quatrième pilier, mais juste avant, donc en 81, tu es élu député. Jeune député, parce que tu as 33 ans, à peu près, oui, 33 ans, donc ce qui est à la fois symptomatique de cette génération, hein, qui arrive aux responsabilités en 1980, mais qui reste quand même évidemment extrêmement jeune. Et en 86, le choix de la proportionnelle fait que dans la Fédération de Paris, que le CRS donc ne maîtrise plus, en tous les cas, donc le premier fédéral n'est plus issu du CRS, puisque la bande des quatre, comme on l'a appelé, autour de Lionel Jospin, a pris le contrôle de la fédération de Paris, fait que dans les équilibres internes, on dit Planchou, c'est un gars de valeur, donc il faut lui trouver quelque chose, et on l'envoie à Mayenne. Ça ne se passe pas forcément extrêmement bien. Il y a, disons, du rififi sur la ligne, comme dirait l'autre, de la friture sur la ligne. Mais pourquoi la Mayenne? Puisque la Mayenne, il y avait quand même le maire de Laval, notamment, mais qui était rocardien, qui était CRS. Alors je veux bien qu'à cette époque-là, les gens s'entendaient bien, etc. Mais malgré tout, on s'entend bien, mais il y a quand même deux listes. Ce qui fait que tu échoues de peu de voix à la députation. Donc pourquoi la Mayenne en 86, quoi, ça se passe en 86, mais ça se décide un peu avant, j'imagine. Ce n'est pas pour faire quelques comparaisons qui pourraient être considérées comme bêtement prétentieuses. Ce n'est pas du tout le cas, même si j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour François Mitterrand. Je répondrai pourquoi François Mitterrand de la Nièvre en 1946. Bon. Si ce n'est que lui, il a une lettre de recommandation de Cueil. Qui va lui permettre quand même de nouer, alors que moi, je me souviens de ce comité directeur du début juillet, qui me rappelait là, ces réunions du comité de salut public de juillet 1794, enfin que c'était pas les têtes qui trompaient, c'était les sièges qui étaient attribués, mais enfin bon, je me souviens d'une soirée très chaude, et quand à la commission électorale, où je n'étais pas, parce que il ne peut pas y avoir parti et juge en même temps. Donc je reviens, après avoir un peu dîné avec les copains, dont je me souviens d'ailleurs de Georges Garot, le père de Guillaume d'ailleurs, et Michel Rocard, qui est à côté de moi aux toilettes, me dit « ça y est, hein, tu sais où tu vas ?» Ah bon? À Laval. Je connaissais, je lui ai dit lequel, au Canada ou... Non, arrête de faire l'idiot, en Mayenne. En plus, j'ai de bons amis, ne t'en fais pas, ça se passera bien.
Bon, je dis très bien. Dans mon fort intérieur, je me dis peut-être quand même qu'il y avait du côté du le Grand Sud-Ouest ou Languedoc, du fait de mes origines, peut-être des circonscriptions, ben non, c'était la Mayenne. Parce que tout simplement, il faut voir que le courant CRS y était très actif. Même s'il n'était pas majoritaire, et qu'ils avaient fait beaucoup de demandes. Et il se trouve que donc je suis envoyé dans cette fédération, petite fédération, de 800, à peu près 800, 900 adhérents à l'époque, un peu plus de 800, et que je débarque 2-3 jours après cette fameuse décision du comité directeur qui s'était déroulé un samedi-dimanche, là, peut-être mardi soir, parce que les gars voulaient quand même savoir qui c'était ce Planchou, là. Donc je viens, et bien sûr Jean Poprenne, qui était secrétaire national, me dit mais de toute façon on va s'en occuper, hein. Sous-entendu, bon, il faut que tu y ailles très bien, très vite, mais après on va prendre les devants pour bien montrer que c'est une décision du Parti socialiste, tout courant confondu, etc., etc. Et comme toujours dans ce parti, avec toute l'amitié que l'on peut avoir pour les uns et pour les autres, je suis arrivé dans cette réunion où on m'a fait comprendre quand même qu'il y avait un train de retour le soir, pas trop tard pour Paris, si je voulais rentrer quand même à Paris le jour même, et un camarade d'ailleurs qui sera l'un de mes plus forts soutiens par la suite. C'est comme quoi bon, enfin, donc je vois bien que les choses vont pas très bien. Je rencontre des élus qui me signalent pour savoir que ils sont opposés, et donc je propose de moi-même une consultation de l'ensemble des militants. Grosse participation, plus de 700 camarades, on perd de 11 voix, et je me souviens du lendemain matin où je devais rentrer, puisque j'étais député, comme tu le signalais tout à l'heure, et dans le wagon, il y a Jean-Marc Ayrault. Alors il me dit, alors comment ça s'est passé? Et je lui dis, tu sais, j'ai perdu de 11 voix, finalement, c'est très bien. Parce que dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment je pourrais mener cette campagne. Et deuxièmement, on perd très honorablement, personne n'est humilié, enfin c'est très bien. Et je vais voir donc Jean-Pierre, il me dit c'était quand même ennuyeux, perdre 11 voix, qui dit que tu n'aurais pas pu gagner de 20, oui d'accord. Bon, ben va voir Poprenne, va voir Jospin, donc je vais voir, et bien sûr, que ce soit Lionel, Jean, ils me disent, c'est formidable. C'est formidable. Perdre 11 voix alors que tu n'étais pas connu il y a quelques semaines, ce qui veut dire que c'était un mois plus tard, c'eût été Austerlitz, quoi. Je lui ai dit, mais il y a des tensions, quoi. Oui, mais t'en fais pas, on viendra. Donc, ils ont demandé à ce que j'y revienne. On veut qu'une approbation assez forte de la plupart des camarades qui avaient été au moins, qui voulaient en découdre par rapport aux conservateurs localistes, à leurs yeux. Et ce qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est toute la branche CFDT, et comment dirais-je, CFDT, parce que j'avais plusieurs deux conseillers généraux qui venaient de la CFDT, les CFDT, puis Buron, la famille Buron, avec tout le groupe Buron, qui va me soutenir. Alors que en face, c'est les rocardiens qui n'ont pas accepté, les élus, notamment le maire de Laval, avec lequel il n'y a rien personnellement, mais enfin il y a cette tension politique. Le résultat, c'est une campagne très active, et pour cause, on était dans l'adversité, pas d'attaque ad nominem, ni d'un côté ni de l'autre, critique sur le fait que j'étais parachuté, quoi. Et une défaite honorable qui heureusement pour nous
va permettre malgré tout l'élection du maire de Laval, qui eux vont obtenir un très bon score. Donc une aventure qui aujourd'hui ne se produirait plus, Oui. Parce que comment dirais-je, on voit mal dans les conditions d'évolution politique des choses, de les autorités des partis qu'elles n'ont plus, que des camarades soient envoyés comme ça, de manière comme des missi dominici, comme des commissaires de la République, quoi. Voilà, avec tout le. Et c'était la grande force du Parti socialiste, pourtant. Oui, quelque part. exactement. Quelque part, c'est comme ça que le parti. Bon, on ne va pas revenir dessus, mais quelques mois après, tu fais la même chose en Seine-et-Marne, en fait, où tu es appelé aussi par des camarades. Voilà. Là je suis appelé par des camarades. Voilà. Tu n'es plus député, donc, puisque tu n'as pas été élu. Et en 87, tu es appelé par des camarades de Seine-et-Marne pour venir, suite au redécoupage des circonscriptions par Pasqua, pour venir dans une terre où il n'y a pas forcément grand-chose, ou en tous les cas, il y a moins qu'il ne pourrait y avoir. Et puis surtout, un des députés de l'époque décide d'aller sur une des autres circonscriptions, redécouper, ce qui libère du coup une circonscription. Et c'est dans ce cadre-là que tu arrives en Seine-et-Marne à Chelles. Voilà. J'arrive, alors là, c'est les camarades, notamment, bien sûr, ceux du CRS, enfin, Socialisme et République, déjà, à l'époque, qui viennent me solliciter. Moi, je leur dis, pourquoi pas, bien sûr, et je vous en remercie de penser à moi, mais je veux vous dire que je veux absolument aucun conflit. Je comprends très bien qu'il puisse y avoir quelques camarades qui ne soient pas enchantés, Oui. transportés, tout ça, mais je veux qu'il y ait une très grosse majorité de camarades qui sont d'accord. Et que ceux qui ne le sont pas, bon, ne sont pas contents, peut-être, ne sont pas heureux, mais vont c'est pas gérable. faire. Voilà, mais bon, vont pas faire quand même créer une situation insurrectionnelle. C'est comme ça que ça s'est passé. Et de façon très responsable. En plus, ce qui a de vrai, c'est qu'en 88, contrairement à toutes les attentes, et surtout vu le contexte 88, nous sommes élus dans la circonscription de Chelles, Clessouilly, Villeparisis, Lagny, qui n'était pas particulièrement déjà une circonscription de gauche. Elle faisait même partie des 30 circonscriptions qui avaient été charcutées et mises au pinacle par le livre noir publié par le Parti Normalement, c'était une circonscription qui devait être à droite. Donc ça a été le grand étonnement. Et alors que les camarades m'avaient dit d'ailleurs, ça va être très difficile pour la raison que tu viens d'évoquer. Néanmoins, il y a Chelles. Il faut prendre Chelles. Chelles, nous essaierons de la conquérir l'année suivante et nous la perdrons, enfin nous ne gagnerons pas d'un point et demi, quoi, un point et demi, ce qui était un bon résultat pour une première fois, surtout dans des conditions de conflictualité avec les communistes qui étaient à son comble. Ça, je ne l'avais pas mesuré encore, mais tout ressortait, quoi, véritablement. Donc, là, par contre, une insertion, politique qui s'est bien passée et qui a duré un long bail, quoi. Absolument. Jusqu'à aujourd'hui, puisque tu finis ton mandat de conseiller régional. Absolument. Absolument. Sur la liste Seine-et-Marnaise. Alors, justement, puisqu'on parle, là, on évoque plus qu'on ne parle de tes mandats locaux, en tous les cas sur ces mandats que tu as conquis, conservés. Organisé de 88 à aujourd'hui en Seine-et-Marne, et plus particulièrement à Chelles. Tu as donc été maire, tu as été conseiller régional, vice-président du conseil régional, et comme tu as été parlementaire entre 81 et 86, c'est-à-dire les lois de décentralisation, justement, je voulais t'interroger sur ce lien un peu étonnant qu'a la gauche, et le Parti socialiste en particulier, avec la décentralisation. C'est elle, et c'est lui en particulier, qui porte les lois de décentralisation. C'est lui qui est à la manœuvre pour faire en sorte qu'il y ait cette suppression de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales. Et pour autant, le Parti socialiste construit une partie de son développement par la conquête des mairies, des départements, avec toujours cette idée selon laquelle, dès lors que l'on est fort sur ses bases, on va pouvoir acquérir le pouvoir national. Et pourtant, dans son ADN politique, c'est comme si l'unicité de la République
l'emportait toujours sur le pouvoir dévolu aux collectivités territoriales et donc aux citoyens dans le cadre de la démocratie. Donc toi, même par rapport à ton parcours, voilà, CRS, Société de la République, maire, vice-président de conseil régional, comment tu évalues cette histoire un peu jamais aboutie de la gauche avec la décentralisation? Oui, je suis, comment dirais-je, un symptôme vivant de ce paradoxe. C'est vrai. Et personnellement, comme d'autres, je suis passé véritablement à côté de ce moment historique qu'ont été les lois de décentralisation de 82 à 86, et qui vont occuper toute la législature, et qui vont faire en sorte que, oui, la décentralisation, comme on l'a dit, est la grande affaire du premier septennat de François Mitterrand. Je passe à côté parce que la gauche, comme ton propos vient de l'évoquer, parce que la gauche, elle est profondément républicaine, essentiellement républicaine, et que la République, c'est avant tout l'unicité, et à partir de là, cet héritage du jacobinisme, qui lui-même vient de loin. Avec aussi tous ces facteurs, certes, on va me dire Proudhon, mais enfin Proudhon est une personnalité de gauche incontestablement, mais c'est aussi une personnalité qui, à côté de traits d'analyse particulièrement aigus, a des pensées qui font réfléchir les militants qui n'étaient pas forcément anarchistes, et on sait parfaitement que Proudhon sera pour la régionalisation, sera pour... Bon. Sinon, il y a bien sûr quelques personnalités, même plus tard, Millerand, etc., mais c'est pas des personnalités de premier plan. La gauche, au sens socialiste, ça républicain, même ultérieurement communiste, eh bien, c'est une gauche, en effet, qui est tout simplement jacobine, centralisatrice, et parce qu'il faut tout simplement imposer l'autorité politique de la République, la légitimité politique de la République. Voilà. Et on est formé à ce biberon. J'essaie de voir, mais dans l'histoire, par exemple, même des néos, qui ont été souvent précurseurs, car comment dis-je, le programme du CNR va être tiré de tous les écrits des néos des années 30, où il y aura des esprits remarquables en même temps que des hommes qui vont nous conduire à la faillite politique et humaine également. Donc il n'y a rien. La seule référence que je vois étant régionaliste, elle est dans la... et encore c'est un texte donc de réaction, en sorte, c'est dans le livre À l'échelle humaine de Léon Blum, où justement, quand il parle de la réorganisation des institutions, parle justement de s'appuyer sur des pouvoirs locaux forts. Voilà. C'est la seule référence. Je n'ai pas de souvenance de texte de Jaurès, tout ça. Non. Donc, on est bien dans un moment dans les années 50 où même le programme du CNR ne fait pas allusion à une organisation régionaliste. Ce n'est que au fur et à mesure que comment dirais-je, les pouvoirs locaux veulent s'exprimer dans les années 50, qu'il y a ces fameux régions de programme. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui tient plus de la déconcentration que de la décentralisation. Non, la grande aventure de la décentralisation, et il faut leur rendre hommage, c'est aux militants du PSU, souvent d'anciens socialistes, dans les années 50, mais aux militants du PSU et aux militants des clubs, comme les GAM et d'autres, qui vont faire ces grands débats là, des années 66, et en particulier de la rencontre de Grenoble, qui vont changer complètement le climat, et donc va faire donc une inversion de l'intellectuel collectif dans ce pays, qui va très très vite gagner. Alors le mouvement 68 va irriguer, comment dirais-je, ce projet
projet. Il y a la fameuse phrase de Charles de Gaulle que on cite à nouveau très souvent, qu'il prononce en mars. Et non pas après, en mars 68, donc avant les événements, et où il nous dit bien que l'avenir de la France, elle est dans justement la région de la décentralisation, etc., et non plus dans le corsetage du centralisme. Donc il avait quand même compris beaucoup de choses, hein, et les événements vont confirmer cela. D'où le fameux comment dirais-je, référendum d'avril 69. Et il faudra, justement, pour que la gauche, qui est quand même très discrète, même la gauche SFIO, PC, radicaux, sur ces thèmes-là, pour ne pas dire plus, d'ailleurs, à Alfortville, au congrès d'Alfortville, il n'y a pas de référence à la régionalisation, à la décentralisation, aux pouvoirs locaux, à l'autonomie, rien du tout. Même encore à Épinay. Ce n'est qu'avec la montée en adhésion des militants justement du PSU au monde des assises qu'il va y avoir là le véritable basculement du courant socialiste. Et peut-être les victoires au municipal de 77. Et alors, parce que ensuite, ça aide aussi un peu quand tu as beaucoup de maires ou de villes importantes qui deviennent, qui sont mairies qui sont prises par le Parti communiste ou par le Parti socialiste en alliance. Disons que tu as plus de gens qui disent l'État c'est bien, mais ce serait bien que nous aussi, dans nos collectivités locales, on puisse mettre en place ces politiques publiques sur lesquelles on s'est engagé auprès de nos électeurs, parce que fondamentalement c'est ça la décentralisation. Alors, je ferai quand même une remarque. Autant que je puisse me souvenir, parce qu'on est parfois trahi par la mémoire, j'ai bien souvenance que l'élection de 77 est porté au cœur même des combats politiques locaux, et même dans le cadre de la campagne nationale du Parti socialiste, le combat régionaliste et centralisateur. Justement. Ce sont c'est la campagne de 78 législative, donc élection nationale, donc du corps législatif qui va soutenir pour les vainqueurs l'exécutif national. Cette campagne-là, qui va être décisive dans l'affirmation de la région comme collectivité locale, et d'ailleurs l'une des revendications du Parti socialiste et de la gauche, il faut le reconnaître, les communistes sont d'accord avec ça, c'est de faire de la région la collectivité territoriale. Et c'est en 78 et en 81, bien sûr, avec plus de force encore, François Mitterrand. Donc, oui, mais ça en dit long sur l'idée, la conception de la décentralisation qui est en train de se faire. Oui, mais ce qui est aussi logique, dans la mesure où cette appétence vient après le fait que la gauche ait gagné des villes. Absolument. Donc, c'est-à-dire que il y a des élus qui disent... Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pas plus avant qu'après, ce n'est pas, sauf en ce moment de diffusion, de débat, d'idées qui interviendra dans l'année 66 et qui se répercutera dans le mouvement de 68, il n'y a rien qui part de la base pour promouvoir de la décentralisation. Voilà. Et alors, dernière question, très rapidement. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que cette mue doctrinale est arrivée à son terme au sein de la gauche? C'est-à-dire que la gauche d'aujourd'hui, les gauches d'aujourd'hui, qui ont toujours été plurielles, pas quelque chose de nouveau, ont totalement intégré dans leur ADN politique et donc dans la manière dont dont on a la manière d'aborder les enjeux politiques, ont totalement intégré cette idée d'une décentralisation forte, puissante, sans pour autant qu'elle ne remette en cause notre bien commun qu'est la République. Est-ce que tu as le sentiment que ce travail-là, quasiment 40 ans après, 40 ans après ces lois de décentralisation, finalement c'est quelque chose qu'aujourd'hui nous avons intégré? Je ne sais pas. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait justement un grand débat national, populaire, de longue durée, enfin de durée très raisonnable pour qu'il y ait de vrais échanges, pour que ensuite on puisse dire tel courant, au singulier au pluriel, tel courant politique sont pour telle et telle mesure de décentralisation. Car comme je viens de le faire valoir très rapidement, il peut y avoir plusieurs conceptions de la décentralisation.
une vraie décentralisation girondine et une décentralisation en quelque sorte de tradition jacobine. Hein, car c'est bien ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années. Tout a été alloué, en quelque sorte, et avec très peu de revendications formulées par les corps des élus eux-mêmes. Hein. Et finalement, c'était, on l'a bien vu de la dernière décennie, surtout, hein, une sorte de négociation, comment dirais-je, très commerciale, en quelque sorte, des pouvoirs que les uns devaient avoir, que l'autre ne devait pas avoir, et puis avec le changement d'un rapport de force quelque temps plus tard, on revenait sur telle ou telle disposition de prérogative, mais tout ça intéressait les ministères concernés du gouvernement, les forces politiques au Parlement et les associations d'élus. En dehors de ce microcosme élargi, certes, mais enfin quand même, qui ne regroupait que quelques milliers d'individus, personne, si quelques journalistes courageux dans des journaux ou des magazines, mais personne ne parlait de la décentralisation. Hein. Alors, le peuple l'a éprouvé, au bon sens, parfois au moins bon sens, mais généralement au bon sens du terme. Le peuple l'a éprouvé, mais comme on ne lui a jamais demandé véritablement son avis, qu'est-ce que c'était, les tenants, aboutissants, on ne sait pas du tout ce qu'il attend. Par contre, je sais que cette décentralisation, telle que nous l'avons tous approuvée au début des années 80, elle n'est pas encore achevée, elle n'a pas abouti, et que sa vraie identité, enfin ça, n'est pas bien traduite politiquement, que tout simplement le fait qu'elle ait été conduite d'en haut ne permet pas justement de la faire aboutir complètement, parce qu'il faut qu'elle ressortisse d'un mouvement d'en bas. Et c'est ce que j'attendrai dans les années de cette décennie, même si je suis extrêmement interrogatif et sceptique, car je ne vois pas d'idée de décentralisation forte portée par les uns ou par les autres, hein, vraiment, sauf des slogans. Et le président de la République qui est aujourd'hui, semble-t-il, beaucoup plus convaincu par de la déconcentration, hein, en quelque sorte de la modernisation de l'État, que par une idée de véritable décentralisation politique. Merci Jean-Paul pour cette Merci, au contraire, c'était à bientôt. Merci une joie. beaucoup. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.